débat. Pas forcément une pièce dessus vu la volatilité des marchés, vous me direz. Nos invités pour les débats, ils sont là. Frédéric Farah, bonsoir Frédéric. Bonsoir. Économiste, enseignant à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Rodolphe Bonas est avec nous. Rodolphe, bonsoir. Bonsoir Guillaume. PDG d'Aristide Retail Technologies. Messieurs, Faiza nous le disait, rien ne bouge du côté des raffineries et des dépôts ce soir. En tout cas, la CGT maintient son mot d'ordre de grève. On a quand même des signes de légère détente, on le disait, du côté de la raffinerie de Donges en Loire-Atlantique. La grève est reconduite jusqu'à mercredi, mais on n'empêchera pas les stocks de sortir. Vous savez, le ton a un petit peu monté. Écoutez le représentant CGT sur place. Le mouvement de grève est reconduit sur l'établissement de Donges jusqu'à mercredi prochain. Nous appelons à une généralisation du mouvement de grève à partir de mardi dans ce pays. Aujourd'hui, la connivence entre les organisations syndicales signataires, la direction générale de Total et le gouvernement, et je parle là de la CFDT et de Laurent Berger, est évidente. Nous livrerons à la population du carburant aujourd'hui en fin d'après-midi afin d'apaiser les tensions. Référence à l'accord national conclu entre la direction de Total d'un côté, la CFDT, la CFE-CGC de l'autre. Comment va-t-on se sortir de cette affaire, Rodolphe? Comment est-ce que vous regardez ça? Eh bien, finalement, on a quand même tendance à penser que la journée de mardi va être assez cruciale parce que la CGT essaye de faire une espèce de grand pont pour essayer de faire tenir son mouvement et pour évaluer si la journée de mardi va pouvoir fédérer à la fois les autres fédérations de la CGT, parce que vous savez que la CGT, c'est un peu l'État dans l'État. Hein. Chaque fédération a sa propre organisation. Et donc, on voit qu'il y a ici un très gros coup de force de la Fédération Produits Pétroliers ici et qui espère amener tous les camarades CGTistes et toutes les autres organisations syndicales à essayer de faire en sorte que la mayonnaise prenne. Et si la mayonnaise prend, dans ce cas-là, malheureusement, le mouvement continuera. Si en revanche, ça fait un peu pchit, comme dirait l'autre, eh bien, à fort à parier que tout le monde rentre. Malgré une exaspération des Français, on l'entend de plus en plus dans les témoignages. Enfin, je veux dire, parce que, c'est vrai, Guillaume, parce que cette grève a connu plusieurs étapes. Hein. La première en disant il y a une logique un peu de légitimité. Finalement, après tout, ils ont raison parce que c'est dur, l'inflation est là, le pouvoir d'achat est en berne, les tensions sont vraies pour tout le monde. Et puis, petit à petit, finalement, par coup de boutoir, on a fini par comprendre quels étaient ces personnels. Et certains Français, maintenant, se disent, mais attention, une partie des personnels gagnent finalement assez bien leur vie et peut-être que ce mouvement de grève vient révéler aussi qu'il est profondément inégalitaire. C'est-à-dire que vous êtes un salarié dans une catégorie qui permet de bloquer la France. Dans ce cas-là, vous avez des conditions salariales parce que vous avez un moyen de pression. Et si vous êtes un salarié dans un autre secteur, c'est plus dur. Frédéric Farah, comment est-ce que vous regardez ça, vous, ce soir? Sous plusieurs angles. C'est-à-dire, tout d'abord, en dehors des grévistes et des raffineries, il y a eu un problème dans la gestion de cette question par le gouvernement. Hein. Il faut voir, c'est-à-dire que le gouvernement était sur la réforme des retraites, était sur d'autres fronts, et il y a eu plein de signaux qui sont venus qui n'ont peut-être pas été complètement perçus. Et donc, pourquoi c'est important de dire ça, à mon avis? Parce que les conflits sociaux vont se multiplier. Et que la CGT réussisse ou ne réussisse pas, les conflits sociaux vont se multiplier parce que la vraie question maintenant qui est centrale, c'est celle du pouvoir d'achat. Évidemment, quand vous avez la capacité de bloquer un peu le pays d'une manière ou d'une autre, on vous entend davantage que des grèves qui ne font pas de bruit. Donc, tout d'abord, pour le gouvernement, il y a toute une réflexion à avoir sur la façon d'entendre ce qui se passe dans le pays pour ne pas agir en aval, mais vraiment agir en amont. Déjà ça, parce que je pense que même s'il y a un calme qui devait venir dans les jours prochains, il ne faut pas en conclure que tout va bien. Deuxièmement, il y a une question centrale qui se pose à différents niveaux, et vous l'avez très bien dit, c'est la question des salaires et dans les différents secteurs. Alors, on ne peut pas en parler de manière généralisée parce que la position des salariés n'est pas la même selon le secteur d'activité, selon le niveau de qualification. Il faut éviter dans ces questions-là une généralisation excessive. Je veux dire, un travailleur dans tel ou tel secteur, avec telle ou telle compétence ou telle qualification, c'est pas la même histoire, c'est pas la même progression salariale. Mais la question aujourd'hui qui est centrale, c'est la question des salaires et ça ne suffira pas simplement des mesures fiscales, de ciblage, tarifaires ou autres, pour calmer la grogne, parce que il y a une question qui est la question centrale, qui est la question des salaires, et en fait, parce que l'inflation, son vrai problème, c'est une question de répartition. C'est-à-dire qui va supporter
la facture de l'inflation. Oui, mais comment elle se répartit? Les salaires, les entreprises, jusqu'à quel point les entreprises peuvent-elles augmenter les salaires dans la tourmente actuelle? C'est ça en fait le nœud du problème. Eh bien, quand même, on va se retrouver avec un effet ciseau un peu compliqué pour toutes ces entreprises. Pourquoi? Parce que d'un côté, elles vont devoir faire face à finalement accompagner les salariés dans cette logique et donc augmenter bien sûr les salaires. Et puis de l'autre côté, il y a cet effet de la crise énergétique qui pèse aussi sur les comptes d'exploitation des entreprises, de l'augmentation de l'ensemble des filières. Lorsque vous êtes un industriel, il n'y a pas que l'énergie qui augmente, il y a aussi, comme vous le savez, le carton, tous les éléments constitutifs du prix. Et finalement, les entreprises se retrouvent où? Dans une logique dans laquelle les marges descendre ou bien la compétitivité diminue. Et mécaniquement, la compétitivité, c'est quand même le chiffre d'affaires, c'est quand même la croissance. Et donc, on est un peu dans un effet ciseau là. Donc, c'est vrai que on va avoir un passage difficile, surtout dans la sortie en sifflet de ce fameux bouclier, ce qu'on appelait, vous savez, le bouclier tarifaire, bouclier fiscal ou autre, mais le bouclier gouvernemental dans lequel finalement même l'État va ne plus pouvoir payer. Et résultat des courses, quand on touche à ce fameux pouvoir d'achat, on touche à la consommation. Quand on touche à la consommation, on touche à 50% du PIB français. Bon, donc journée de mardi prochain décisive, enfin décisive non, mais qui peut constituer un d'un mot, et puis on parler de l'Istrus après. Hein. Bien sûr qui est décisive. Et puis aussi, juste pour ajouter un élément qui peut paraître peut-être pas directement lié à la crise, n'oublions pas que la BCE nous a dit que si la demande... On revient toujours à la BCE. Oui, non, mais je veux dire, on vit dans une économie monétaire de production. Donc par conséquent, la monnaie est centrale. Et la BCE veut ralentir la demande. Alors admettons, on lâchait les salaires dans tous les sens, admettons si c'est possible. Ben là, qu'est-ce que va dire la BCE? Mais catastrophe, la demande s'emballe, ça va générer l'inflation, elle va augmenter les taux. Voilà. Et en fait, on est dans un truc qui ne va pas réussir à se briser. Ce que dit Frédéric est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un dispositif, j'allais dire, microéconomique, et un dispositif de l'autre côté macroéconomique qui est là en train... Le microéconomique essaie de défendre le pouvoir d'achat, la consommation, le développement, la croissance des entreprises, et le macroéconomique essaie surtout d'éviter de tomber dans la fameuse spirale inflationniste qui, là, quand elle démarre, on ne peut plus l'arrêter. Et donc là, il y a contradiction entre les deux. Ça, c'est sûr. Bon, journée de mardi qu'on suivra évidemment de très près sur BFM Business, comme partout évidemment. 18h42, l'Istrus, messieurs, beau virage à 180 degrés, puisque sous la pression des marchés, elle le dit elle-même, sous la pression des marchés, voilà, je fais marche arrière, je renonce à certaines baisses d'impôts prévues dans le mini-budget, je limoge mon ministre de Finances, celui qui avait porté la fameuse bonne parole il y a 3 semaines. C'était censé calmer un petit peu les marchés. On est au téléphone avec Jean-François Robin qui est avec nous. Bonsoir Jean-François. Bonsoir messieurs. Directeur de la recherche chez Natixis. Elle a fait ce discours cet après-midi pour virer un peu de bord. Est-ce qu'elle a réussi à calmer les marchés financiers fondamentalement, Jean-François ? Alors la réponse est très claire, non, absolument pas. Bon. Les marchés se sont même complètement retournés finalement à la hausse. Donc c'est de nouveau des taux qui repartent à la hausse et une devise anglaise qui est un peu attaquée et qui baisse de nouveau. Donc non, c'est vraiment une fin de non-recevoir de la part des marchés pour une conférence de presse hyper courte, sans vraiment justification. Bon alors, si on veut être un petit peu honnête, il y a un certain nombre de choses qui sont aussi à la hausse des taux d'intérêt, puisqu'il y a eu des anticipations d'inflation aux États-Unis qui sont reparties à la hausse. La Banque d'Angleterre qui arrête d'acheter des taux, donc tout ceci se conjugue, mais il est très clair que voilà, en 190 ans, on n'avait pas eu un chancelier aussi court. Je me faisais la réflexion quand même que Bruno Le Maire aura connu 6 chanceliers comme depuis qu'il est là, donc c'est vraiment c'est pas mal. L'Angleterre qui non seulement voit ses taux passer au-dessus de la Grèce, mais elle a plutôt une situation politique à l'italienne désormais. Donc non, c'est quand même très compliqué la situation. Elle ne se calme pas avec ce demi-tour, mais un demi-demi-tour, enfin un quart de tour finalement, parce qu'elle dit qu'elle était très d'accord avec Kwarteng depuis le début. Donc on va voir ce qu'elle change par la suite. Mais Jean-François, on se demande qu'est-ce qui pourrait calmer les marchés. Est-ce qu'il faudrait qu'elle parte? Est-ce que ça, c'est pour vous, si on parle d'éventuel Rishi Sunak en grand sauveur, l'homme qui a perdu justement contre elle dans la dernière ligne droite, est-ce qu'un départ de l'Istrus pourrait, pour vous, peut-être calmer un peu les marchés finalement maintenant? Est-ce qu'il faut en arriver là? Déjà, Hunt, c'était un des contenders, entre guillemets, des candidats malheureux à succéder à Boris Johnson. Donc oui, c'est possible qu'il y ait un changement. Elle est quand même très affaiblie. Cette conférence de presse sur la forme d'avoir été hyper courte,
et sur la forme, elle était un peu dramatique. On la sentait un petit peu perdue, mais ça, bon, c'est autre chose. Mais effectivement, elle est, je pense, très fragilisée, puisqu'en fait, elle fait demi-tour sur la taxe, sur la taxe. En passant, notons désormais que le taux d'impôt sur les sociétés en France est désormais donc plus bas en France qu'en Angleterre, plus bas qu'aux États-Unis. Donc on vit quand même dans un monde particulier. Mais en tout cas, oui, on voit bien que les demi-tours sont pas finis. Je pense que ça va pas calmer le jeu. Ouais. On le voit très bien. Et comme la Banque d'Angleterre dit, moi, je vais pas faire ça éternellement. Moi, mon but, c'est de calmer la demande, de lutter contre l'inflation. C'est pas de sauver vos bêtises. Je pense qu'il va y avoir de la suite à ça. Ça va pas calmer les choses en tant que tel. Voilà où nous en sommes. Merci Jean-François. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce soir. Jean-François Robin, directeur de la recherche chez Natixis. Enfin, c'est quand même dingue. Un grand pays comme le UK qui voit son budget, ses mesures comme ça, sous la pression aussi forte des marchés financiers. Le FMI lui-même qui disait qu'il s'en alertait récemment. Enfin, c'est du Royaume-Uni quand même, Frédéric. Oui, mais je crois qu'il y a un enterrement un peu tardif d'un certain thatchérisme d'une certaine façon, parce qu'en fait le moteur c'était la réduction des impôts, mais je ne crois pas que ça soit que ça en fait qui a à mon avis inquiété les marchés. Je crois que ce qui a fait aussi peur, c'est aussi son plan pour faire en sorte que la facture énergétique des Britanniques soit pas trop élevée, parce que le plan, c'est à mon avis plus ça qui a fait peur. Après, mais là-dessus elle bouge pas. Hein, oui, là-dessus elle bouge pas, mais si vous voulez la vieille recette des impôts et du ruissellement, visiblement les marchés ils n'ont pas l'air d'être très convaincus de tout ça. Et puis je l'ai écouté la conférence de presse, je l'ai écouté parce que je me suis dit avant de venir c'était très intéressant de l'écouter. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Était un peu perdu, elle a répété plusieurs fois qu'elle rêvait d'un Royaume-Uni prospère. Ça sent pas la sérénité. Ça sent pas la sérénité. Oui. Et en plus comme la Banque centrale ne la suit plus non plus, je sens qu'à mon avis, et on est dans une situation et c'est ça qui nuit énormément, c'est l'instabilité politique. On se demande, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Rodolphe. Je crois même que l'action d'avoir limogé son ministre des Finances a rajouté la panique à la panique. Vous savez, on a l'impression qu'on se retrouve dans la Grèce antique, où on finissait par supprimer le porteur du message plutôt que d'aller à la solution. Donc là, c'est un peu le cas. On a très bien compris que ce n'était pas le ministre des Finances britannique qui prenait la décision, c'est pas lui le responsable de la situation. Ouais. Et donc, du coup, ça vient cristalliser quand même une très grande fragilité, une très grande incertitude, finalement, de la première ministre britannique. Et puis, derrière ça, on a du mal à imaginer qu'elle va réussir à tenir, parce que si on le regarde sur le papier, on se dit mais finalement les prochaines échéances électorales c'est demain, mais pour elle c'est en 2024. En 2024. Mais pour elle c'est finalement dans très longtemps. Oui. Ça fait à peine 38 jours qu'elle est là et elle a déjà une partie de son aile, on va dire centriste du Parti conservateur qui est vent debout contre elle et qui essaye de trouver des solutions. Je vois pas comment est-ce qu'elle va réussir à tenir toute l'année 2023. C'est le pari justement de Boris Johnson qui dit en off apparemment de toute façon elle va se planter. Il a peut-être déjà raison et moi je reviendrai en sauveur en 2024. C'est un peu le pari qu'il fait. Oui. Voilà. Oui, même si aujourd'hui. Non, mais c'est loin 2 ans, je suis d'accord. Oui. Enfin, apparemment, lui, il le voit comme ça. Même si aujourd'hui, l'image du Parti conservateur dans le cœur des Britanniques est quand même assez abîmée. Oui, surtout que là, Boris Johnson, il a quand même quelques casseroles. Il n'est pas parti par la grande porte. Il n'est pas parti par la grande porte. Mais ce qui est intéressant, oublions Boris Johnson, ses phrases, tout ce qu'on lui a reproché pendant le Covid ou autre. Il y avait une rupture entre les deux, parce que Boris Johnson, quand il est arrivé, au-delà du fait qu'il y avait opération Brexit, qu'il fallait en finir, il avait dit, la qualité des infrastructures en Grande-Bretagne, c'est pas terrible, le nord de l'Angleterre souffre, etc. Il va falloir faire des grands investissements, parce que c'est comme ça qu'on va redonner un peu de la gloire à la Grande-Bretagne. Il parlait d'une nouvelle politique commerciale avec, évidemment, le Commonwealth et autres. Et ce qui est amusant, elle est revenue avec le logiciel conservateur un peu d'avant, c'est-à-dire l'idée, le thatchérisme, comme le thatchérisme. Et donc, je crois qu'effectivement, c'est pourtant quelque chose. Nous ne sommes plus en 1979, donc pour toutes sortes de raisons. Alors, je sais que l'année 79, c'est une drôle d'année parce que c'est une année qui était très importante dans le monde, mais c'est fini. Et donc, c'est amusant qu'une femme qui a 47 ans, Liz Truss, qui n'a pas été la contemporaine directe de Margaret Thatcher, apporte quelque chose, alors que les conservateurs, c'est ça qui était intéressant, avaient viré un petit peu d'orientation vers en disant on a négligé trop les investissements publics, on sait très bien pendant tant d'années combien on avait parlé du ferroviaire britannique, etc. et autres. Et que, en fait, il est revenu quelque chose d'un peu plus ancien, mais sans efficacité
Et effectivement, vous l'avez très bien dit, en fait, c'était l'histoire, il faut supprimer le messager. C'est comme disait sous la 4ème République Henri Queuille, qui disait que lorsque on pose un problème, à défaut de répondre, il faut faire taire celui qui pose le problème. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc, il en a eu des très très bonnes, Henri Queuille, le docteur Queuille. Le docteur Queuille en disait des très bonnes. Et puis voilà, donc je crois qu'effectivement la situation n'est pas bonne. Allez, à la réponse donc à la question, l'Istros a-t-elle rassuré les marchés, Jean-François Romain nous disait pas du tout. On va suivre ça aussi évidemment sur BFM Business. On marque une petite pause, messieurs, une petite minute, on revient, on parle des retraites parce que Elisabeth Borne a continué à discuter avec les responsables de groupes parlementaires. Et ça n'a pas été une très très belle moisson. On entendra Madame Panot, notamment pour la France Insoumise, qui nous dit quoi? Ça a duré 5 minutes chrono. Ça vous plante un décor. À tout de suite. Good Evening Business, le débat. Allez, encore quelques minutes. Frédéric Farah, Rodolphe Bonas avec nous pour parler des retraites. Parce que pendant que le monde tourne, Elisabeth Borne a continué à recevoir des représentants des patrons de groupes parlementaires du Sénat, de l'Assemblée nationale pour parler de cette réforme des retraites. Écoutez Mathilde Panot pour la France Insoumise, qui a eu un discours forcément assez cash en sortant du bureau de la Première ministre. Écoutez. Ça a duré 5 minutes chrono, parce que la Première ministre m'a confirmé qu'elle souhaitait toujours reporter l'âge de départ à la retraite. Et pour nous, c'est une condition non négociable. C'est une base de discussion que nous n'acceptons pas. Le Conseil d'orientation des retraites lui-même dit qu'il n'y a pas de dépenses incontrôlées sur la question des retraites. Et donc, j'ai indiqué à la Première ministre que notre groupe n'avait rien à négocier avec ce gouvernement sur ces questions-là. Bon, on n'attendait pas vraiment notre discours, mais enfin, ça nous confirme effectivement que ça va être très 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 dur cette affaire quand même. Ça va être très très compliqué dans une logique où finalement on va peut-être revoir ressurgir un petit peu en chevalier blanc les Républicains. La réalité de cette réforme, finalement, elle va se retrouver très très vite sur la table entre la majorité présidentielle, un peu composite d'ailleurs, parce que c'est une majorité plurielle, si on pouvait l'appeler comme ça, et de l'autre côté, les Républicains qui vont jouer un peu le rôle d'arbitre. Alors c'est vrai qu'ils vont trouver un allié, mais ça va donner du grain à moudre, quand même, à la fois aux oppositions et à l'opposition, qui va crier au scandale et à l'alliance des deux partis dits de droite. Donc ça va être quand même un élément compliqué. Sur un sujet aussi, on le rappelle quand même, on en avait déjà parlé ici, c'est qu'il faut se dire que la France est un peu le dernier des Mohicans de l'Europe sur cette fameuse retraite. C'est-à-dire que je rappelle que l'Espagne, l'Allemagne, sont déjà 65, voire même 67 ans. Et que à chaque fois aussi, je reviens aussi sur cet élément-là, c'est qu'il n'est pas exclu que même si on arrive et que le gouvernement arrive à passer cette retraite à 65 ans, ou même peut-être même 67, on ne sait pas jusqu'où ils veulent aller aujourd'hui, eh bien, on aura quand même le problème de l'employabilité des seniors dans ce pays. Et donc, c'est bien de faire des réformes des retraites, mais si jamais on ne s'occupe pas de faire travailler les plus de 60 ans, je vous rappelle, l'employabilité des seniors de plus de 60 ans, c'est 35%. On a une grosse minute, Frédéric. Allez-y. Alors c'est vrai que, de toutes les façons, de manière générale, l'employabilité la plus élevée pour un individu est entre 25 et 49 ans. Donc le problème, c'est que effectivement, si vous rallongez et vous faites en sorte que l'employabilité n'augmente pas, ça ne sert à strictement rien, si ce n'est que à aggraver la situation dans ce pays, parce que quand même, on vit dans un drôle de monde où quand on arrive à 50, un peu plus de 50 ans sur le marché du travail, on est considéré comme vieux dans un monde où on vit jusqu'à 80 ans. Donc c'est un peu une bizarrerie. Vous voulez que le gouvernement crée un index des personnes âgées dans l'entreprise. Et d'autre part, si vous voulez, de toutes les façons, ce qui est une base aussi de la négociation, qui est le corps, et même on pense qu'on en voudra, on peut en penser ce qu'on voudra, le corps dit... il n'y a pas le feu à la boutique, c'est ce que dit le corps d'un point de vue financier. Donc effectivement, ça donne l'impression que l'agenda du gouvernement est ailleurs par rapport à quelque chose qui serait financier. Et donc tout ça dans un climat de méfiance généralisée. Comme je disais tout à l'heure, quand on voit la gestion du conflit social des raffineries qui a été mal pensée en amont, j'ai peur que, au-delà même du fond, la manière dont la concertation ou la négociation se passe provoque des raidissements plus qu'autre chose. Bien, on suivra ça, ces discussions qui se poursuivent en vue d'aboutir à un projet à la fin de l'année, évidemment. Dans quel contexte social serons-nous à ce moment-là ?
Vous savez, en France, on a tendance à dire que quand la crise est forte, les mouvements sociaux sont faibles, et quand la crise est plus faible, les mouvements sociaux sont forts. Donc on verra si c'est répété. Ça laisse que les espoirs, ce que vous nous dites finalement. Exactement. Voilà, on va le prendre comme ça, absolument. Merci beaucoup messieurs. Frédéric Farah, économiste, enseignant à Paris, à Panthéon-Sorbonne. Rodolphe Bonas, PDG d'Aristide Retail Technologies. Merci beaucoup Rodolphe. Merci beaucoup Frédéric. À très vite pour de nouvelles aventures.